J'ai la très lourde tâche de vous finir cette journée sans moi-même m'effondrer. Ça fait déjà 3 jours qu'on y est, nous. Et je vais essayer d'aller relativement vite, de ne pas vous écraser de détails pour avoir un maximum de temps pour les questions. Voilà, c'est plus sympa quand on discute. Ce que je vais faire là, c'est pas une présentation ni formelle ni scientifique, c'est un récit d'un petit voyage de mes 2 dernières années, de jolis challenges qui ont fini à une sorte d'histoire d'amour entre deux sigles. Donc la base de données nationale des bâtiments, qui est une très belle base de données pour un géomaticien pour jouer. Il y a plein de trucs incroyables à extraire comme information. Et QGIS qui reste côté cœur, mon outil d'attachement. Vous savez que j'ai un engagement bien au-delà de professionnel autour de ce projet. Mais aussi un outil fabuleux professionnel dans ce cadre-là où on a besoin énormément de souplesse. Euh, donc, je vais vous parler un peu de bases de données très massives et des challenges que ça pose à utiliser dans ce contexte-là. 3 mots quand même, hein. La base de données nationale des bâtiments, c'est un projet issu du Centre scientifique et technique du bâtiment. Si vous achetez du Placo-Plat, le petit logo qui certifie que le Placo est bien conforme à tout ce qu'il faut. Qui rêve depuis des années, depuis des décennies, on dit les anciens experts, d'avoir une base de données de tous les bâtiments. Vous avez des études, des échantillons, des visites terrain, mais une carte de tous les bâtiments de France, c'était impossible. C'est devenu possible depuis 4 ou 5 ans grâce à la dynamique open data française qui est quand même, malgré les latences, les lenteurs, les données qui sortent pas, une des plus solides en Europe. On a fait une comparaison avec tous les autres pays européens. Sur le bâtiment, sur les adresses, on est quand même pas mauvais. La base adresse nationale, ça a été un projet qui a déverrouillé tellement de choses, dont ce projet-là, qu'il faut quand même se redire. Vous trempez probablement tous les jours dans des soucis de mise à jour de ces données-là, mais qu'est-ce que ça libère comme énergie, c'est incroyable. Et les fichiers fonciers, donc les données de vos impôts, anonymisés quand même, et ben c'est une masse d'informations. Seules les collectivités et les ayants droit savent à quel point il y a de l'information à l'intérieur. Ce n'est pas accessible aux autres. Et on a eu au CSTB, pour nos travaux d'utilité publique sur la transition énergétique, respecter les accords de Paris, engager la rénovation massive des bâtiments, l'autorisation d'accéder France entière à ces fichiers fonciers pour faire des choses, des applications qui accélèrent la prise de décision sur la rénovation, la gestion des parcs de bâtiments. Évidemment, là on vient de voir un PostGIS, PostgreSQL, QGIS, toutes les librairies open source, ça a également permis beaucoup plus facilement de faire des infrastructures de calcul spatial massives. Au niveau compétences, on voit arriver ça dans les services. On a des data scientists qui commencent à savoir faire des choses assez incroyables. Et de l'argent, des crédits d'économie d'énergie, des C2E, qui peuvent être versés à vous quand vous changez de chaudière, mais également à des grands projets sur une décision collégiale de gouvernance. En gros, les ayants droit, les grands émetteurs de certificats de pollution sont obligés de redistribuer de l'argent et c'est une gouvernance transverse des programmes qui décident des projets qui y sont éligibles. La BDNB est un dérivé d'un des projets financés sur des C2. Je vous passe les détails. Je peux aller très vite aussi, hein, mais grâce à ça, on peut enfin commencer à éclairer un peu plus juste les politiques publiques. Combien y a-t-il de passoires thermiques, de F et G? Vous avez tous entendu parler de ça dans les news récemment. Vous avez peut-être suivi qu'il y avait une petite erreur de 2 millions de logements. On n'était pas certain, entre 5 et 7 millions. Ça joue un peu sur les budgets. Voilà. Et donc, avoir des bases comme ça permet d'objectiver, ça permet de pousser les stratégies d'évaluation beaucoup plus loin et d'aller jusqu'à simuler des scénarios d'évolution sur 50 ans, sur des gains de CO2, sur des stratégies pour mettre ça en œuvre, pour savoir si on arrivera ou pas à respecter les accords de Paris, est-ce qu'il faut faire du tout pompe à chaleur ou pas. Voilà, c'est des sujets de l'équipe environnement, de la division environnement dans laquelle notre projet est né. Une BDNB pour l'instant, on va accélérer, c'est 3 millésimes par an, c'est un rythme indicatif. C'est un projet qui est en agilité, hein, on cherche vraiment
sortir de la donnée tôt, même si c'est pas parfait, parce que pour nous, il y a urgence. Les accords de Paris, il y a une vraie urgence. On est dans une équipe qui se sent pas dans un rythme institutionnel. Alors, on a l'espace-temps des décisions institutionnelles, ça nous va pas. Donc, on veut sortir des données rapidement pour agir et comprendre ce qui se passe. Et puis, tant pis si c'est pas parfait, et on améliore, on améliore, on améliore. On fait tout en AJP, et c'est pas mal chouette. On fait un gros socle de croisement géospatial pour réidentifier les bâtiments à partir de la BD Topo, des bases adresses nationales, des fichiers fonciers, etc. Beaucoup de bases de données sources. C'est pas notre métier. Le jour où on aura un référentiel national des bâtiments, comme on a une base adresse nationale, on abandonne. C'est pas notre job, mais on est obligé de le faire parce qu'on est pressé. Après, on revient dans notre métier. Faire des prédictions sur les données manquantes. On a 12% des bâtiments en France qui ont un diagnostic de performance énergétique, donc ça veut dire que tout le reste n'a rien. Donc on se sert des caractéristiques des bâtiments pour simuler tout ça. Et avec des modèles physiques. On ne fait pas juste de la stat, on est des experts du bâtiment, donc on a des modèles physiques et thermiques qui nous recrachent le double vitrage probable sur chaque bâtiment. Un énorme agrégateur de bases de données, puis ça ne cesse de s'enrichir. Pour nous, voilà, ça c'est quelque chose, n'importe qui peut le faire. Par contre, vous n'avez pas tous les moyens de le faire chacun dans vos collectivités. C'est un énorme job qui fait vivre à peu près 7 ou 8 data scientists, administrateurs de données, DevOps, pour maintenir des pipelines de données qui mettent ça à jour en permanence, en permanence. Il faut vraiment monter en compétences et c'est de l'industriel. L'intérêt est pour nous de se servir de ça comme levier pour continuer à ouvrir auprès des ministères d'autres lots de données. Des exemples, faire des prototypes avec l'Agence nationale de l'habitat pour sortir les données de rénovation qui ont été vraiment aidées. Ça, c'est une mine d'informations, c'est pas open encore. On y travaille, on se sert de la BDNB comme gros pied de biche pour l'ouverture. Les DPE réels, si on les regarde, il y a des applications publiques, hein, vous pouvez aller voir ça sur les applications gorenov.fr. Les bâtiments représentés par le DPE qui est représentatif de leur bâtiment réel. Et voilà, quand on resimule avec nos algorithmes de machine learning, on arrive au moins à avoir une vision exhaustive et une information probabiliste de la qualité de cette prédiction. Je passe. On va faire du QGIS plutôt. Vous êtes venus pour ça. On essaie de faire quelque chose de pérenne, ça c'est important. On veut que ça dure dans le temps, on veut pas faire un one-shot le temps d'un projet européen. Et on s'implique énormément pour appuyer la start-up d'État BatID qui est en train de lancer le référentiel national des bâtiments, donc l'équivalent de la base adresse nationale. Allez voir ce qu'ils font, ça va bientôt se diffuser un peu partout dans vos données, dans la BD Topo, dans la BDND, pour qu'on s'échange des données sur des identifiants bâtiments et non plus par des adresses postales qui valent ce qu'elles valent. Le RNB, c'est là, ils ont déjà un site en ligne. Je leur laisserai le plaisir de beaucoup en parler, ça arrive très fort. Hein. Des applications en ligne gratuites à destination des particuliers, des bailleurs sociaux, des gestionnaires de parcs, et puis des applications en gestation pour les collectivités, les tertiaires, le tertiaire. Alors, vous êtes venus pour ça. Parfait. QGIS, c'est la BDNB. C'est un outil de diffusion. Voilà. Vous faites ça tous les jours, faire des beaux formulaires pour facilement le consulter, mettre des styles, etc. Dans la première version Open Data, on a accompagné le lot de données avec un projet QGIS, c'est tellement naturel. On a eu énormément de contacts de gens qui nous disent c'est de la crème d'Open Data, c'est du caviar, merci, c'est clé en main. Il y a un GeoPackage, j'ai indexé, ça marche tout seul. Pas besoin de passer par la DSI pour installer les données. Donc, super content, faites-le, hein. Ça coûte pas cher. Diffusez vos données avec un GeoPackage, des styles et des symbologies. C'est un super outil de recette. On a beau avoir des beavers, des data scientists avec des notebooks et des Python. QGIS, c'est ultra interactif, c'est ultra souple sur la capacité de représentation pour voir des phénomènes, les intuiter avant d'essayer de les prouver aux sciences et statistiques. On voit des trucs, quand on regarde une carte, on voit des anomalies qu'on ne voit pas quand on ne regarde pas une carte. J'enfonce des portes ouvertes, mais des gens qui ont des cursus non cartographiques en data science oublient parfois de regarder d'abord les données. J'ai juste à regarder sur une carte. C'est bien plus puissant qu'une quinzaine de graphiques. Voilà un exemple d'un campus et d'une adresse postale avec une seule boîte.
En représentant les adresses, on voit bien qu'il y a besoin d'un identifiant de bâtiment, hein, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. C'est aussi un outil de prototypage rapide. On a des études autour du modèle économique de la BDNB pour livrer des clients, faire de la data vise, explorer des données, les nettoyer, livrer quelque chose de portable sans sortir l'artillerie du développement logiciel. C'est fabuleux. Une fois qu'on y voit clair, on est dans des technologies similaires, donc sur des bases de données, sur les mêmes standards OGC, sur les mêmes standards de représentation. Et ben, on arrive avec une spec face à un développeur web ultra simple. Voilà, sur QGIS, je fais ça, ça marche avec les mêmes prototypes. Fais-moi les mêmes rendus dans map libre, fais-moi des web services à partir des mêmes tables. Et là, ça va plus vite que d'écrire un cahier des charges de personnes. Et on fait moins de fausses routes. Et last but not least, c'est une stratégie explicite de se forcer à utiliser les mêmes outils que vous. Si on arrive à utiliser la BDNB massive dans un outil SIG bureautique de tous les jours, ça veut dire que vous y arriverez aussi. On a souvent cette tendance à être un peu élitiste et utiliser ses propres outils, à pas s'intéresser à ce qu'utilisent les autres. Bon, alors on est quand même élitiste, on n'utilise pas Excel. Mais voilà, il faut se forcer. Voilà. Le dogfooding, comme disent les Anglais, c'est important. Et puis pour vous, pour tous vos produits, faites ça, quoi. Utilisez-les vous-même comme les utilisateurs, c'est le seul moyen de voir si ça marche. Moi, ça m'intéressait aussi en tant que contributeur QGIS pour voir si je savais pertinemment que ce cas d'utilisation-là était au-delà des limites de ce que QGIS on préconisait jamais ça, en fait. Une base de données distante et massive, ouais, peut-être pas ça, c'est trop lourd. Donc, envie de casser un peu les limites. Ça a mal commencé. Je m'en doutais un peu. Hein. Ça vous arrive. Pourquoi? On a une base de données de production, hein, la base où on jette toutes les données sources, on fait des études et où on est 40 dessus. Il y a 48 heures sur la machine, 200 gigas de RAM. C'est hébergé quelque part dans un conteneur chez un hébergeur à Strasbourg, vous connaissez. Et on les sauvegarde. Il y a 5 téraoctets de données, alors j'ai revérifié, c'était 7 ce matin. C'est un peu plein. C'est des modèles de données souvent orientés data science, parce que c'est les métiers des gens qui m'entourent. Donc très dénormalisé. Si je dis normalisation de base de données, vous êtes tous au jus de ce que c'est, la théorie de la normalisation? Non. Non, en fait, je me suis rendu compte que quand on dit normaliser, c'est-à-dire factoriser, éviter qu'il y ait de la redondance de données, séparer les concepts, peut-être beaucoup de gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Et forcément, vous traînez des bases de données 15 fois, 20 fois, 100 fois trop grosses si vous répliquez de la donnée. On avait des choses en Postgres qui avaient l'air smart, qu'on retrouve dans les livraisons des fichiers fonciers, des DVF. C'est des bases de données partitionnées. On charge par département. Allez, on va faire des grosses tables dans Postgres, département par département. Aux surprises, quand on essaye de regarder ça avec QGIS, c'est une super mauvaise idée. On explose les plans d'analyse de Postgres qui se retrouvent à faire des lectures complètes des tables, des scans complets, avant de commencer à se demander s'il n'y aurait pas un index spatial. C'est pas mal. Hein. On avait aussi du stockage, c'est lié à la normalisation, mais beaucoup de stockage de valeurs vides. Quand on décide de juste rajouter des colonnes sur les bâtiments et qu'il n'y a que 12% qui ont des DPE, vous imaginez, sur un modèle de données de DPE à 120 champs, on stocke du vide. Et le vide, c'est pas gratuit en base de données de Postgres relationnel. On a des typages un peu atypiques qui viennent du Python ou parfois des erreurs de modélisation. Faites un varchar sans limite, et ben en fait vous êtes 100 à 200 fois plus gros qu'une base de données. Vous avez bien dit que c'était un varchar de taille 2. Voilà, on avait une base de données distante, très mauvaise pratique avec QGIS, qui passe son temps à papoter avec le serveur de nombreuses reprises. Le serveur était malgré tout très puissant, mais comme dans de nombreux projets, on s'était vite empressé de tout coller dessus. Du Postgres, du JupyterLab, du Redis, du GeoCoder ad hoc et tout. Il y a des moments où ça marche moins bien, forcément, quand tout le monde appelle tout en même temps. On a accédé tout à distance par sécurité en protocole SSH, c'est-à-dire que machine non exposée sur Internet, on sortait y compris la donnée Postgres par SSH, et c'est pas très performant. Des requêtes internes un peu lentes, etc., obligé de travailler plutôt sur des réseaux différents.
des latences réseau qui se cumulent, et puis des choses comme ça. On ouvre un projet QGIS avec 2 couches sur 2 communes, et là, QGIS lit 90 millions de lignes. Il faut aller sur le log des serveurs Postgres pour se rendre compte qu'il fait des trucs aussi absurdes. Donc, on a commencé à essayer de corriger ça, puis maintenant, une façon de fonctionner qui marche plutôt pas mal. Je vous livre quelques règles du Survivor Guide du QGIS avec des big data. Votre puissance de machine, en fait, est assez secondaire. Le plus important, c'est latence, débit réseau et faire le moins de travail possible à QGIS, donc limiter le nombre de données qui transitent. Et il s'en sort quand même plutôt pas mal. Spoiler, il n'y a aucun SIG dans le monde ou client de base de données qui va savoir lire une table avec 450 champs sur 1 million de lignes et s'en sortir. QGIS n'échappe pas à la règle. Optimiser votre base, ben là c'était une longue reconquête, hein, de formation Postgres, d'accompagnement, de suivre les logs, de comprendre pourquoi il y a des requêtes lentes, et puis trouver, refactoriser tout le modèle de données. Ça a pris une bonne année. Trouver le modèle de données cible au niveau métier, sens, performance, départitionner sur des gros process et des bases de données entièrement générées par du code. Donc voilà, la méta-génération de code, c'est toujours un peu plus compliqué que le faire en direct. Et puis côté utilisateur, filtrer vos données, c'est juste le premier conseil que je vous donne. Ayez des index en base et rajoutez le champ clic droit sur la couche, filtrer. C'est le fournisseur qui va faire le boulot d'enlever tout le reste. C'est pas QGIS qui va lire toute la donnée et enlever les lignes qui vous intéressent pas. C'est une puissance folle. Et il y a un petit plugin Raulich Filter d'un collègue, Cartocalypse, qui a fait un petit plugin où on définit une petite zone où rapidement on applique un filtre à toutes les couches d'un projet, qui est bien pratique. Je vous conseille d'explorer. Il marche bien. Puis on peut se poser des questions à l'avenir sur le filtrage dynamique SQL, c'est-à-dire envoyer des variables dans toutes les couches de projet QGIS côté filtre SQL de définition de couches. C'est un rêve de longue date. Voilà. Itérer vite, généraliser après, règle de l'informatique, mais travailler sur 2 lignes en base de données, optimiser votre requête, ensuite travailler sur quelques communes dans QGIS, et puis seulement après, lancez la grosse machine et attendez sur votre chaise que ça finisse de sortir la carte. QGIS a quand même des gros pièges. Une minute. Ouais. Les agrégations et les classifications qui viennent se mettre à lire toute la table. Faites super gaffe, préfiltrez, filtrez sur les petites zones. La table attributaire est notoirement connue pour pas être extrêmement performante. Vous avez des options pour dire de n'afficher que les objets qui sont dans la sélection ou dans la zone. Faites-le par défaut et configurez les postes de vos utilisateurs pour ça. Voilà, filtrer, filtrer, filtrer. Abandonner SSH, passer sur le standard SSL, c'est quand même fait pour ça, c'est beaucoup mieux. Et moi, j'en suis allé jusqu'à déplacer QGIS à côté de la base de données pour avoir les grosses bandes passantes. Donc, il y a diverses solutions, hein, propriétaires ou pas. Du SSH graphique à distance, sur un QGIS dockerisé, ça marche plutôt super bien. Sauf si vous perdez la connexion, vous devez toujours recommencer à zéro. Et là, on regarde de près du côté de Apache Guacamole, qui sont des solutions, notamment pour que les workshops d'ateliers QGIS se passent beaucoup mieux sans avoir à exiger d'installer Postgres sur les postes de l'utilisateur. Je rêve. Et c'est quasi fini. Une petite feuille de route, peut-être. C'est fini. Là, c'est fini. Vous voulez un dragon? Ouais, mec. Bravo. Slide dans les questions. De quoi? Passe tes slides dans les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ben oui, déjà. T'es sûr que dans toutes les slides, c'est bien BNDB partout? Il y a toujours un easter egg caché. Ah, il y en a, ouais, forcément. Et involontairement. Volontairement. Oui. Benjamin Brick, CartoLG. En fait, j'ai une question. Je ne suis pas sûr d'avoir compris le financement. Donc, CSDB, c'est privé. Ils ont eu des financements publics pour faire cette base de données, mais en sachant qu'il y a la même base de données qui arrive en open source, comme la BAN,
ou... Alors, j'ai pas explicité, c'est normal que ça soit pas clair. Ouais. Le CTB est un établissement public, industriel à caractère commercial, touche maintenant plus que 8% de dotation d'État. Hein. Il y a beaucoup de prestations privées pour faire tourner les souffleries, la certification de produits. Mais on a encore des projets de mission de service public. Et là, les financements qu'on a eus, c'est par le biais des C2E, avec gouvernance ADEME, etc. Donc, on est un opérateur de l'État, agent de l'État, avec une mission officielle de l'État. Mais cette base elle est vendue. Alors, cette base est en open data. Par défaut, tout ce qui rentre dedans en open data est en open data. Vous l'avez sur data.gouv depuis 2 ans. Okay. On a quelques données expertes. Donc, les données ayant droit des fichiers fonciers, j'ai pas le droit de les redistribuer. Donc, on vérifie que vous avez les conventions de redistribution à coût marginal de redistribution pour l'instant. On essaie d'automatiser ça. Et on a des données expertes, des simulations du CFPB qui, elles, sont sur demande commerciale. Okay. On a des API également, j'en ai pas parlé. Et le référentiel qui arrive, on l'appelle de nos voeux parce que nous, on est sur un plafond de verre. Vous avez vu cette image avec toutes les adresses. On sait qu'avec cette méthodologie-là, on ne peut pas dépasser ce plafond de verre. Et ce qu'on veut avant tout, c'est que les acteurs du bâtiment travaillent sur leur bâtiment. On ne veut pas juste être les maîtres de la base de données du bâtiment, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre métier. Donc on veut que le référentiel arrive et que tous les acteurs communs participent au CNIG, Commission nationale d'information géographique, pour que ça évolue. Une petite question sur ce qui a été évoqué à la fin pour avoir un accès efficace à la donnée avec le QGIS remote. Donc, je n'ai pas tout à fait compris si finalement cette expérience était satisfaisante ou pas, parce que tu mets un point d'interrogation. Pour moi, ça me semble le bon sens et la solution de mettre le SIG, on va dire, proche du serveur de base de données dans un cloud ou pas. Mais voilà, la réponse n'était pas évidente. Donc, si tu peux expliciter un tout petit peu si c'est concluant ou pas. C'est le point d'interrogation de l'ingénieur qui vous répond, ça dépend du contexte. Si votre problème, c'est que la bande passante n'est pas bonne dans votre réseau et que vous manipulez vraiment énormément de données, si vous avez QGIS sur un serveur à très haut débit, sur un réseau privé chez un fournisseur juste à côté de la base de données, votre manipulation de données ira beaucoup plus vite. Par contre, que le ressenti utilisateur ne sera pas terrible sur l'interface graphique, sauf avec des outils bien smart. Si ce qui vous importe, parce que vous faites de la digitalisation toute la journée, c'est vraiment de la réactivité de l'écran, gardez QGIS chez vous sur votre portable à vous et débrouillez-vous à travailler sur moins de données à distance et avoir pas de lag réseau. Donc ça dépend. Moi j'utilise les deux, ça dépend du contexte. Et je suis avec ma 4G ou sur un réseau qui lag, je passe de l'un à l'autre. Il attend le micro. BATID, il est intégré dans les derniers livrables ou... BATID, BATID, c'est le nom de la start-up d'État qui porte le projet RNB, Référentiel national du bâtiment. On est en ce moment en train d'ouvrir une communauté ouverte sur un canal Matrix Element, comme on discute tout de suite, évidemment. On utilise toute l'unicité. Nous avons reçu, nous, côté BDNB, la première livraison, qui est issue de l'identification BDNB. Donc, on a le stock de bâtiments qui est pré-identifié. On est en train de le livrer dans le prochain millésime qui sort dans 3-4 semaines, suivant la sortie. La BD Topo l'hygiène est en train de l'intégrer dans la BD Topo. J'ai pas la date, mais ils travaillent vraiment activement. Ils sont super contents de l'appariement avec les bâtiments. Le Grand Lyon est en train d'expérimenter, la métropole de Grenoble aussi. Donc, d'ici la fin de l'année, vous aurez beaucoup de bases de données qui vous offriront un identifiant externe national de bâtiments. C'est que le début de l'aventure. Merci. Du coup, j'ai une question. Comment ça se passe pour l'intégration avec l'hygiène et du coup la BD Topo et la création de nouveaux bâtiments? Est-ce qu'ils vont créer le BATID en même temps? Donc, le flux de nouveaux, destruction, permis de construire, etc. Le job le plus dur actuellement de la startup d'État BATID, c'est d'identifier comment mettre en place le flux de création de données, comme sur la base adresse. On est arrivé aux bases adresses locales, les navigations. On fait la même chose sur les bâtiments. Évidemment, les autorisations d'urbanisme, c'est le premier moment où on attrape la création d'un bâtiment, avant même qu'ils soient en projet. Mais après, c'est pas les seuls à intervenir. Il y a
direction des finances publiques qui passe avec plus d'informations derrière, qui va faire d'autres contrôles. La BD Topo, avec ses acquisitions aériennes, va arriver peut-être au pire 3 ans après avec une géométrie confirmée, validée, peut-être 3 ans encore après avec un lidar. Donc ils mettent en place tout ce workflow-là pour que le RMB soit quelque chose d'extrêmement vivant et